Malgré toutes nos différences, nous avons une chose en commun. En effet, nous nous sentons tous vivants et percevons activement le présent à ce moment précis. Mais voilà le hic, mes amis. Notre sentiment du maintenant est en fait un peu retardé. Il faut environ une demi-seconde à notre cerveau pour traduire les informations dans notre conscience. Si l'on y réfléchit bien, techniquement, l'avenir est déjà là, mais nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Et ce n'est pas tout. Chacun de nos sens perçoit les informations à sa manière et à son rythme, et notre cerveau doit donc en ralentir certains afin que nous ayons une impression homogène du présent. C'est comme s'il fabriquait un monstre de Frankenstein d'informations sensorielles en temps réel, qui plus est en faisant en sorte que ce « soit joli. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Des chercheurs ont découvert qu'il était possible d'altérer cette perception. Lorsque qu'on supprime ce retard, notre cerveau s'embrouille et nous donne l'impression que l'effet se produit avant la cause. Comme si vous perceviez le son de la sonnette avant d'avoir appuyé sur le bouton. Bizarre, pas vrai? Pourquoi notre cerveau se laisse-t-il si facilement berner? Eh bien, c'est parce que notre conscience a pas mal de choses à faire. Nous devons traduire le monde qui nous entoure, réfléchir à ce qui pourrait se produire dans un avenir proche et déterminer la marche à suivre. Tout cela prend du temps, ce qui n'est pas idéal quand on est confronté à un danger imminent. Imaginez qu'un animal sauvage et dangereux se jette sur vous. Si vous deviez réfléchir consciemment avant de réagir, vous seriez fichu. Par chance, notre cerveau dispose de kits de réaction d'urgence qui se manifestent lorsque nous en avons le plus besoin. Un bruit ou un mouvement soudain déclenche le plus rapide, le réflexe de sursaut. Nos muscles réagissent en l'espace de 5 millisecondes. Vous êtes sur le qui-vive avant même de vous en rendre compte. Si nous disposons de quelques millisecondes de plus, notre réaction sera plus complexe. L'amygdale, où sont traitées en premier lieu nos émotions, met environ 12 millisecondes pour reconnaître une menace. Elle n'est pas super sophistiquée, mais elle peut facilement détecter un danger. En fait, certaines de nos meilleures actions sont réalisées sans prise de décision consciente. Tout ce que nous faisons en moins d'une demi-seconde, comme taper dans une balle ou capter le regard de quelqu'un, est fait automatiquement. Ainsi, bien que notre esprit conscient soit excellent pour la stratégie à long terme, nous n'avons pas toujours besoin de lui. Mais venons-en à la vraie question. Nous avons des pensées de toutes sortes. Chacun en fait l'expérience chaque jour. Faire un choix difficile en matière de carrière ou d'éducation demande beaucoup plus de réflexion que de choisir la garniture de sa glace. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la vitesse de la pensée? Avons-nous besoin d'une Ferrari pour suivre notre cerveau? Ou pouvons-nous nous contenter d'une bicyclette? Des scientifiques se sont attaqués à cette question épineuse en mesurant la vitesse à laquelle nous prenons conscience des informations que nous recueillons par l'intermédiaire de nos sens. Apparemment, nous pouvons détecter des stimuli qui ne durent que 50 millisecondes, soit environ un vingtième de seconde. Pour étudier la question, prenons comme référence le sprinter qui réagit au coup de feu du départ. Cette réaction est fulgurante. Elle ne prend qu'environ 150 millisecondes. Cependant, nos voies nerveuses peuvent ralentir nos pensées. Autrefois, les scientifiques estimaient que les informations voyagèrent sur nos nerfs à la vitesse de 35 mètres par seconde. Mais grâce aux instruments modernes, nous savons aujourd'hui que sur certains nerfs isolés, l'information peut se déplacer à une vitesse de 120 mètres par seconde. Seules les voitures les plus rapides au monde peuvent égaler cette incroyable prouesse. En d'autres termes, la pensée est plutôt rapide. Mais détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète olympique pour suivre votre cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé combien de pensées vous avez en une seule journée? Cette question compte aussi comme une pensée. Mais attention, c'est plus que vous ne le croyez. Entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous vous endormez, et peut-être même après, votre cerveau produit des pensées en permanence. Certaines de ces pensées sont simples, comme « je dois faire la lessive » ou « il faut que j'appelle ma mère ». D'autres sont plus complexes, comme « quel est le sens de la vie ?» ou « qu'est-ce que l'amour ?» Croyez-le ou non, une étude menée en 2020 a révélé que nous avons en moyenne plus de 6000 pensées par jour. Ça fait beaucoup. Les chercheurs se sont servis de scanners cérébraux afin de déterminer le moment où de nouvelles pensées apparaissaient pendant que les participants se reposaient ou regardaient un film. Mais toutes les pensées ne naissent pas égales. Certaines peuvent nous rendre heureux et enthousiastes.
d'autres nous déprimer ou nous inquiéter. La plupart des gens ont du mal à se défaire de leurs pensées négatives. Par ailleurs, saviez-vous que votre personnalité peut influer sur le nombre de vos pensées? Les personnes nerveuses ont tendance à avoir plus de pensées que les personnes calmes. Mais ne vous inquiétez pas, avoir un cerveau bruyant ne signifie pas forcément que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, notre cerveau peut même produire des pensées intrusives qui nous dérangent ou nous bouleversent. Il est naturel d'avoir ce genre de pensées de temps en temps, mais si elles sont fréquentes et perturbent votre quotidien, il peut être utile d'en parler à un professionnel. D'où viennent donc toutes ces pensées? Les cellules nerveuses de notre cerveau, ou neurones, sont chargées de communiquer avec d'autres cellules en générant des neurotransmetteurs. Cela déclenche une réaction en chaîne. Et c'est ainsi que naissent nos pensées. Mais est-il possible de changer ses propres pensées? Bien sûr. Des techniques telles que la méthode de pleine conscience et l'assistance d'un spécialiste peuvent nous aider à éliminer les pensées indésirables et à retrouver un état d'esprit plus serein. Notre cerveau fonctionne un peu comme nos muscles moteurs. Nous pouvons l'entraîner pour améliorer notre vie, dans une certaine mesure. En somme, ce n'est pas le nombre de pensées qui compte, mais la façon dont elles nous affectent et ceux qui en découlent. Et puisqu'on parle des choses bizarres que le cerveau peut faire, une nouvelle époustouflante vient de surprendre la communauté scientifique. Des chercheurs ont découvert d'étranges ondes cérébrales chez les pieuvres. Oui, vous avez bien entendu. Ces créatures à 8 bras émettent un type d'onde que nous n'avions jamais rencontré dans le règne animal. Je parie que vous êtes en train d'imaginer des poulpes dans un laboratoire, coiffés de petits bonnets de douche à électrodes. Je vais vous expliquer comment cette découverte a été faite. Des scientifiques ont attaché de minuscules électrodes sur le cerveau de pieuvres en liberté afin de se faire une idée de leur processus de pensée. Ce projet étonnant a permis d'enregistrer pour la première fois les ondes cérébrales de ces animaux, et les résultats sont stupéfiants. Ils ont découvert que certaines de ces ondes ressemblaient beaucoup à celles que l'on trouve dans le centre de la mémoire humaine. Cela suggère que nous pourrions nous trouver devant un cas de convergence évolutive. De quoi s'agit-il? C'est lorsque deux animaux différents présentent des traits similaires, bien qu'ils n'aient pas d'ancêtres communs récents. Un autre exemple de convergence évolutive est celui des dauphins et des chauves-souris. Ils utilisent tous deux les sons pour se repérer dans l'espace, bien que leurs environnements soient extrêmement différents. Les pieuvres fascinent les scientifiques et le public en général. Elles possèdent une mémoire remarquable, une faculté de camouflage absolument époustouflante. On sait qu'elles utilisent des objets pour résoudre des problèmes, et même qu'elles rêvent. Oui, vous avez bien entendu. Ces ondulations de couleurs que l'on peut voir sur leur peau lorsqu'elles dorment nous suggèrent qu'elles rêvent peut-être comme nous. Cependant, les pieuvres sont très difficiles à étudier. Comme elles peuvent atteindre toutes les parties de leur corps avec leurs tentacules, elles n'ont aucun mal à retirer le matériel de suivi que les scientifiques placent sur elles pour les étudier. Nous sommes en 2045. Tu arrives à l'aéroport et on te scanne le visage avec un appareil biométrique qui remplace ta pièce d'identité ou ta carte d'embarquement. De sympathiques robots récupèrent tes bagages et t'accompagnent vers ta porte d'embarquement. Tu fais quelques achats en duty-free en réalité virtuelle et tu fais la queue pour monter à bord du Flying V. Tu as sélectionné ton siège préféré dans la deuxième cabine. Là, tu peux choisir entre un siège ergonomique ou un lit, même en classe économique. Tu passes devant la section des sièges de groupe où des amis ou des collègues peuvent s'asseoir face à face et discuter. Tu prends un vol long courrier aujourd'hui, alors tu as opté pour un lit pour être à l'aise et arriver reposé à destination. Avec le Flying V, tu ne peux pas choisir de t'asseoir à côté de l'aile puisque tous les passagers sont assis directement dans les ailes. La soute à bagages et les réservoirs de carburant sont aussi situés là. L'avion ressemble à une pointe de flèche, avec deux ailes qui s'étendent en forme de V derrière le cockpit. La cabine ovale est pressurisée et possède un design aérodynamique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion est rendu aussi léger que possible. Grâce à cela, il est plus économe en carburant que les autres aéronefs. L'idée de ce nouvel appareil révolutionnaire est venue à un étudiant qui travaillait sur sa thèse à l'Université technique de Berlin. Elle a ensuite été développée par l'Institut technique de Delft, aux Pays-Bas, et soutenue par la compagnie KLM Royal Dutch Airlines. Ils ont décidé de rendre les vols longue distance plus écologiques.
Le Flying V partage de nombreuses caractéristiques avec l'Airbus A350, l'avion le plus avancé qui soit en 2021. Il peut accueillir 314 passagers et embarquer 48 mètres cubes de fret. Il est plus petit et plus court que l'A350, mais a la même envergure de 65 mètres, soit légèrement plus que la hauteur de la tour de Pise. Cela signifie qu'il peut entrer dans les mêmes portes, pistes et hangars déjà existants dans les aéroports du monde entier. Il a moins de surface d'entrée, ce qui signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie moins de carburant nécessaire pour la même distance. 20% de moins qu'un Airbus A350 pour être exact. Mais ce n'est pas tout. KLM prévoit de le rendre complètement exempt d'émissions grâce à des turboréacteurs à propulsion électrique. Ils pensent aussi qu'il pourrait maintenir des coûts de fabrication assez bas par rapport à d'autres designs inhabituels et efficaces, et ça au moyen de composants uniques. Les experts ont testé un modèle réduit de 3 mètres et 23 kg du nouvel avion en juillet 2020. Ils l'ont contrôlé à distance, ont réussi à le faire décoller à une vitesse plutôt réduite, mais il a connu un atterrissage délicat. Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire pour que les futurs vols soient confortables pour tous les passagers, y compris ceux assis près des côtés de l'avion. Airbus a passé des mois à tester un autre avion de forme inhabituelle. Il ne fait que 3 mètres de large, soit environ les 3/4 de la longueur d'une coccinelle Volkswagen. Il ressemble à un coin volant et pourrait amorcer une révolution dans l'industrie aérospatiale en améliorant significativement ses performances environnementales. On estime que le Maverick télécommandé avec un design à aile mixte a un grand potentiel. Le fuselage des avions ordinaires est essentiellement un poids inutile et a besoin d'ailes massives pour rester en l'air. Avec le nouveau design, la cellule entière donne de la portance. Cela signifie que l'avion peut être plus léger et plus petit tout en gardant le même poids. Un problème potentiel avec le Maverick pourrait être l'embarquement et le débarquement de l'avion. La large section centrale pourrait ralentir le processus et les passagers au milieu seraient coincés des sorties de secours en cas d'urgence. D'un autre côté, cela donnerait aux passagers de l'espace supplémentaire pour les jambes et des allées plus larges. Une autre invention d'Airbus est un avion XLR avec un 3e réservoir de carburant qui pourra voyager jusqu'à 10 heures sans avoir besoin de faire le plein, soit 8700 km sans s'arrêter. Cela représente 1600 km de plus que les autres modèles à fuselage étroit. Boeing a passé des années à travailler sur son propre concept révolutionnaire, le Transonic Truss Braced Wing. Cet avion a des ailes pliantes de 52 mètres de long, plus longues qu'un avion de ligne moyen. C'est possible grâce au treillis utilisé dans la construction de l'avion qui soutient ses ailes extra longues et ultra fines. Cela rend aussi l'avion plus aérodynamique et permet d'augmenter sa vitesse de croisière jusqu'à celle de certains jets. Le nouveau design aura besoin de 9% de carburant en moins que les avions ordinaires. Il pourrait même fonctionner sur batterie pour les vols de courte distance et utiliser partiellement l'énergie électrique afin d'obtenir la poussée nécessaire pour les distances plus longues. Passer à un hybride essence-batterie électrique permettrait de rendre les vols moins chers. Une start-up de Denver, appelée Boom, ambitionne de produire le premier jet supersonique civil après la fin du Concorde, il y a presque 2 décennies. Elle s'est associée à Rolls-Royce pour développer les moteurs du futur avion. Il volerait à 2 fois la vitesse du son, mais serait plus lent au-dessus de la Terre. Il emmènerait quand même les passagers de la côte est des États-Unis à Londres ou de la côte ouest à l'Asie en 2 fois moins de temps qu'actuellement. Ils promettent que les tarifs ne seront pas beaucoup plus élevés que les billets ordinaires en classe affaires, avec en prime des fenêtres surdimensionnées pour tous les passagers. Boeing a conçu le plus grand biréacteur du monde pour les lignes internationales longue distance, le Boeing 777X. Il est censé transporter entre 384 et 426 passagers et sera doté d'une aile pliante unique. Elle se pliera à angle droit pour faire entrer le large corps de l'avion dans les espaces d'amarrage étroits des aéroports. L'avion aura une cabine plus large, des fenêtres à variateur de lumière et des compartiments de rangement supérieurs surdimensionnés. Certains designers et ingénieurs aéronautiques ont expérimenté des concepts d'avions sans aucune fenêtre. L'un d'entre eux, appelé Ixion, a des murs de cabine tapissés d'écrans flexibles haute définition qui projettent des images vidéo à 360 degrés et en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. 2 caméras montées sur les ailes de celui-ci captureraient l'image. Les écrans sont censés être à basse tension et alimentés par des panneaux solaires disposés sur le toit de l'avion.
Il pourrait aussi utiliser la technologie de parallaxe pour diviser l'écran et permettre aux passagers de voir différentes vues en même temps. 2 bandes courant le long du corps de l'avion fourniraient la climatisation et l'éclairage de la cabine. Les jets privés sans fenêtre du futur pourraient avoir des écrans haute définition programmés par les passagers à l'aide de leur téléphone portable, leur permettant de choisir ce qu'ils veulent voir de chaque côté du jet. La suppression des fenêtres réduirait le poids de l'avion et donnerait plus de flexibilité à la conception intérieure. Cela minimiserait aussi le bruit du moteur en isolant le fuselage et rendrait aussi l'avion plus sûr sans les trous nécessaires pour installer les fenêtres. La seule exception serait la fenêtre du cockpit pour les pilotes. Airbus prévoit de repenser l'intérieur des avions avec des zones permettant aux passagers de réaliser différents types d'activités. Une zone pour les réunions d'affaires, une autre pour socialiser ou jouer au golf et à d'autres jeux en réalité virtuelle. Les écrans de la zone communautaire pourraient être connectés aux appareils des passagers, leur permettant de contrôler ce qui s'affiche à l'écran et de faire des présentations. Il pourrait aussi inclure une zone revitalisante où les passagers pourront s'asseoir et se détendre dans un siège intelligent qui offrira divers plaisirs, du massage mécanisé à l'aromathérapie. Il y aura aussi plus d'avions avec des cabines de couchage individuelles, des douches et des sections bars, et même des zones de spa grandeur nature. Airbus prévoit de construire des lits pour les passagers de la classe économique dans les soutes à bagages. Il s'agira de modules passagers de la même taille et de la même forme que les conteneurs de fret. Les compagnies aériennes pourront les charger à bord pour les vols long courriers et les retirer pour les vols plus courts ou lorsqu'elles auront besoin d'un espace cargo supplémentaire. Les modules ressembleront un peu à des chambres d'auberge de jeunesse haut de gamme avec des surfaces blanches brillantes et des rideaux pour l'intimité. Les passagers de la classe économique pourront louer un lit pour un montant moindre que le prix d'un billet de classe affaires. Ils pourront y rester en permanence, sauf pendant le décollage et l'atterrissage, ou louer une couchette pour la moitié du temps sur les vols de 12 heures et plus. Les grands avions ont déjà des lits superposés pour les membres d'équipage, pour leur permettre de se reposer pendant les vols long courriers. À l'avenir, ils pourraient aussi utiliser les soutes pour accueillir des salons, des salles de conférence, des zones médicales et des zones de jeu pour les plus jeunes passagers. Des modules interchangeables pourraient remplacer les sièges ordinaires. Certaines compagnies aériennes expérimentent un programme Meet and Seat. Il te permet de partager ton profil de réseaux sociaux avec les autres passagers de ton vol. Tu peux choisir quelqu'un à côté de qui t'asseoir en fonction de tes intérêts professionnels ou personnels ou simplement de tes goûts. Cette option pourrait s'étendre à d'autres transporteurs dans un avenir proche. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années. Mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle.
Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures ne seront plus aussi fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé, il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années, mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal. Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Brrr. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils.
Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu.